Il faisait tous les mouvements, n'oubliait rien, mais il lui arrivait de plus en plus souvent de s'immobiliser, comme en transe, de regarder autour de lui d'un air d'abord inquiet, puis douloureux. Son front se plissait. Une fois, Valentin avait voulu l'aider. « Vous avez oublié quelque chose ?» Monsieur l'abbé l'avait regardé comme on doit regarder les humains quand on est en dehors de la planète, sans se donner la peine de lui répondre. À peine avait-il haussé les épaules. Quelques secondes plus tard, le contact s'était rétabli. Il savait à nouveau ce qu'il devait faire, et il s'était dirigé vers le placard du fond, celui qui était fermé à clé, pour tirer la ficelle. Le mardi matin, il était pâle, le visage brouillé, les paupières rougeâtres. Il y avait longtemps qu'il ne lui était pas arrivé de boire comme il l'avait fait la veille au soir, et sa tête était vide. Ses doigts avaient tremblé pendant qu'il se rasait. L'extravagant, c'est que, des deux, c'était le petit tailleur qui était réellement malade. Peut-être pas gravement. Monsieur l'abbé ne pouvait pas encore savoir. Aux moindres allées et venues de la maison, il devinait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'était madame Cachoudas qu'on avait vue la première. Puis, beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire, Esther était sortie tout habillée de la cuisine. C'est curieux de voir comme un logement, dès que les rites sont dérangés, prend facilement un air de catastrophe. La jeune fille était descendue, avait passé un bon moment à tirer les verrous de la porte du magasin, puis s'était éloignée sur le trottoir. Sur les pavés, ce matin-là, il y avait une pellicule glissante de gelée blanche. Comment monsieur l'abbé avait-il tout de suite compris qu'elle allait chez le pharmacien? Probablement parce qu'il n'y a que la maladie ou la mort pour empêcher les hommes comme Cachoudas d'être à leur poste. Sa femme bousculait les gamines qui s'habillaient pour aller en classe. Esther dut courir plusieurs pharmacies avant d'en trouver une ouverte. Quand elle revint, elle avait un paquet à la main, et, comme elle montait l'escalier, Cachoudas, malgré les protestations de sa femme, parut dans l'atelier. Il était en pantoufles, avec un vieux pantalon, un vieux veston sur sa chemise de nuit, et un châle noir de sa femme autour du cou. On voyait qu'il avait de la fièvre, et, à sa façon de parler, on comprenait, même à travers la rue, qu'il était aphone. On défit le paquet du pharmacien. Esther donna avec volubilité des explications. Madame Cachoudas mit dans la bouche de son mari le thermomètre qu'on venait d'apporter, et elle déchiffra les instructions sur une bouteille et sur une petite boîte. On aida le malade à endosser son pardessus, non parce qu'il voulait sortir, mais parce que, malgré le feu allumé dans le poêle, il commençait à grelotter. Ils étaient graves, tous les trois, en examinant le thermomètre. Ils discutaient. On devait proposer d'appeler le médecin, et Cachoudas s'y refusait énergiquement. Esther partit pour son travail. Sa mère conduisit les deux petites jusqu'au trottoir, et elles se dirigèrent vers l'école en se tenant par la main. La plus jeune avait un bonnet de grosse laine rouge tricoté, et des gants de même couleur. « À nous deux », semblait dire madame Cachoudas en revenant vers son mari. Elle mettait de l'eau à chauffer, préparait des compresses, lui donnait à avaler des pilules vraisemblablement purgatives. Le petit tailleur, lui, désœuvré, regardait sa table de travail avec envie, et, dès qu'on le laissait seul, faisait mine de se lever du fauteuil de rotin où on l'avait installé, devant le poêle. Il devait avoir la grippe, ou une angine, comme Valentin, qui continuait à se moucher sans répit.
Louise avait-elle vraiment eu peur du chapelier quand il était entré dans la salle à manger au moment où elle mettait la table? Lorsqu'elle avait relevé la tête, assez brusquement, elle avait paru surprise de le voir devant elle, et, après un silence, elle l'avait questionné au lieu de lui dire bonjour. « Qu'est-ce que vous avez ?» Il avait la gueule de bois, certes, mais il avait surtout qu'il était en train de l'examiner avec des yeux nouveaux. Non seulement il l'examinait, mais il la reniflait, en proie à un écœurement immense, à une rancune dont il ne se débarrasserait plus. Combien de fois, la veille au soir, avait-il été tenté de descendre à la cuisine, puis, plus tard, quand elle était couchée, d'aller la rejoindre dans sa chambre et d'en finir avec elle. Maintenant, il la voyait, il la pesait, la mesurait. Il l'imaginait par terre, et il en avait le cœur soulevé. Il lui en voulait. Il lui en voudrait éternellement de ce qu'il avait failli faire. Cela lui rappelait ses premières expériences érotiques, quand il avait environ 17 ans. Il résistait longtemps avant de se plonger dans le quartier des casernes, où il y avait 5 ou 6 maisons à gros numéros, avec des femmes sur les seuils. Il commençait par passer vite, faisait un détour, une fois arrivé au bout de la rue, pour reprendre celle-ci par le premier bout. Il se promettait chaque fois de choisir, et il n'en finissait pas moins par pénétrer, les oreilles bourdonnantes, dans n'importe quel corridor venu. Après, il en avait pour des heures à les haïr toutes, pour la honte qu'elles lui donnaient de lui-même et du genre humain. C'était à elle qu'il en voulait d'avoir succombé à la tentation, et ce sentiment-là était si fort qu'il lui donnait des velléités criminelles. Avec ce veau de Louise aussi, il avait failli succomber à la tentation, à une autre tentation, et c'était encore plus grave. Jusqu'alors, il n'avait fait que ce qu'il avait décidé de faire, que ce qui était nécessaire, indispensable, comme il l'avait écrit au journal. Pendant la matinée, il envisagea de la mettre à la porte, mais ce n'était pas prudent. Est-ce que Valentin était capable de discerner la différence? Est-ce que le gamin roux, au nez quasi sanguinolent, était apte à observer? Le chapelier était plus lourd. Autrefois, même quand il restait silencieux et absorbé, il était léger, si étrange que cela paraisse. Il se montrait grave, certes, mais avec sérénité. Il vivait tout seul, à l'intérieur, mais sans qu'on sentît aucun combat, aucune inquiétude. S'il était moins anxieux ce matin qu'il avait été la veille, le trouble n'en avait pas moins pénétré en lui. Il ne pensait pas clair. L'image de l'ignoble Louise le poursuivait, et de ce qui avait failli arriver. Puis, à cause d'elle, lui revenaient d'autres images, du quartier des casernes, et enfin, fatalement, le souvenir de Madame Binet. Il travaillait dans son arrière-boutique, à rafraîchir des chapeaux, à les mettre sur forme. 2 fois en 1 heure, il était allé dans le magasin pour servir les clients, avec des petits coups d'œil à la maison d'en face. Soudain, en regardant le décor familier, les rayons bruns, les glaces, les têtes de bois, le poêle à gaz, son nom qu'il pouvait lire à l'envers sur la vitrine, il avait eu l'impression que quelque chose, ici, s'était arrêté, comme une horloge. Rien, autour de lui, n'avait changé depuis qu'il avait pris possession du magasin. D'autres avaient au moins essayé d'agir dans un sens quelconque. Même Paul Chantreau, le docteur, s'était longtemps débattu. Lui, à 23 ans, était revenu de Poitiers, où il étudiait, pour se blottir ici, comme certaines bêtes, à l'annonce de l'hiver, s'enfoncent dans leur terrier.
Eh bien, c'était à cause de madame Binet. Il ne l'avait jamais dit. Il ne l'avait jamais admis. Ce n'était pas entièrement vrai. C'était pourtant la vérité la plus approchante. Il vivait chez elle, à Poitiers. C'était une veuve, elle aussi. Il commençait seulement à se rendre compte du nombre considérable des veuves et de leur virulence. Elle avait 34 ou 35 ans. Son mari, de son vivant, était un assez important fonctionnaire et elle possédait une belle maison, dans le haut de la ville, où elle vivait avec son fils Albert, qui, à cette époque-là, était un collégien de 14 ans. Pour augmenter son revenu, elle avait décidé de louer une chambre à un étudiant. La mère de M. l'abbé l'avait appris. Comment? Il l'avait oublié. Cela s'était fait par relation. Toute une correspondance avait été échangée. Les deux femmes s'étaient vues et madame l'abbé était rentrée à La Rochelle, rassurée sur le sort de son fils. Madame Binet était brune. Son prénom était Jeanne et son fils, très mal élevé, l'appelait par son prénom. La première fois, c'était arrivé justement quand Léon l'abbé avait une angine. Tous les ans, vers l'automne ou le commencement de l'hiver, il faisait une angine rouge. Il n'était pas allé à son cours. Il n'était que deux dans la maison. Madame Binet portait un peignoir d'un bleu violent, dans l'entrebâillement duquel on apercevait de la dentelle. Il avait un peu de fièvre. La chambre sentait l'eucalyptus. Elle le soignait avec obstination. Elle avait insisté pour le mettre au lit, et, en dépit de ses attitudes maternelles, il n'en avait pas moins fini par faire l'amour. C'était la première fois que cela lui arrivait en dehors du quartier des casernes. Il avait été effrayé de la violence de sa partenaire, de ce qui se passait en elle si vite, et la laissait comme défigurée. Pensant aux gamins qui étaient au collège, qui allaient rentrer, il se sentait coupable. Cela avait duré 2 ans et demi. Les 2 ans et demi qu'il avait passés à Poitiers. Ses amis, à l'université, surnommaient la logeuse la Binette. Il prétendait qu'il n'était pas le premier. Comme il était maigre, à cette époque-là, on affirmait qu'elle épuisait toute sa substance, et c'était peut-être vrai. Elle ne le laissait pas en paix. Venait le rejoindre dans sa chambre, alors que son fils pouvait l'entendre, et se déchaînait comme il ne devait jamais plus voir femme se déchaîner. Elle était aussi impudique qu'il est possible de l'être. Elle le faisait exprès, farouchement. Une fois en transe, elle se servait des mots les plus orduriers, qu'il n'avait entendus que dans les bordels, et qui le faisaient rougir. Il n'osait pas changer de pension, car il aurait fallu fournir une explication à ses parents. Au surplus, elle l'aurait sans doute poursuivi ailleurs. Cela devint une scie, au cours, de l'appeler le Binet de la Binette, et, la 3e année, il eut l'intuition qu'il serait recalé aux examens. Il en eut honte. Quand il rentra pour passer les vacances de Pâques à La Rochelle, il se sentit en sécurité dans la chapellerie de la rue du Minage, hésita encore 2 ou 3 jours. Le souvenir d'Albert, qui avait maintenant 17 ans, qui savait tout, qui lui parlait cyniquement de sa mère, le poursuivait. « Puisque tu as toujours souhaité me voir reprendre la chapellerie, dit-il un jour à son père, je crois que je vais me décider. » Ce fut tout. Voilà à quoi il pensait aujourd'hui, et à d'autres choses pas beaucoup plus agréables, car il sentait le besoin de faire le point. Il était flottant. Il lui arriva plusieurs fois de se regarder dans les glaces du magasin, et la vue de son visage le rendait maussade. Il se trouvait vieux. Il s'intéressait à la santé du petit tailleur. Il tira la ficelle plus souvent que d'habitude pour avoir l'occasion de monter, tant et si bien que le pauvre Valentin prit son courage à 2 mains et demanda
Madame l'abbé n'est pas bien? Il le fixa dans les yeux sans lui répondre. Le ciel avait beau être limpide comme la nacre d'une coquille d'huître, il ne régnait pas moins un brouillard autour de lui, qui dénaturait la physionomie des gens et des objets. Est-ce que cette sale bête de Louise avait remarqué que le flacon de cognac n'était pas dans le buffet? Il l'avait laissé là-haut, et, un peu avant midi, il alla en boire une gorgée. Il avait retardé le moment d'acheter le journal, au coin de la rue, parce qu'il savait que cela assombrirait encore son humeur. Pour la première fois, écrivait gravement Jeantet, l'assassin n'a pas accompli ce qu'il avait annoncé. Il en tirait une colonne entière de suppositions. Bluff, maladie, crainte de l'exceptionnel déploiement de police, à moins que la 7e victime, suivant les instructions du maire de la ville, ne soit pas sortie de chez elle. Et Jeantet s'élançait dans le domaine des hypothèses. Y avait-il vraiment une 7e victime désignée? C'est ce que nous saurons dans quelques jours. L'étrangleur a essayé de faire croire, dès le début, qu'il ne s'attaquait pas à n'importe quelle femme, au petit bonheur, mais qu'il avait une liste établie, qu'il suivait un plan préconçu. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ne faut-il voir là qu'une explication donnée après coup, voire une ruse pour détourner les soupçons ou pour se donner un certain prestige? Les gens salissent tout, c'est plus fort qu'eux. Allait-il être obligé de se laisser prendre pour leur expliquer la vérité, pour leur apporter des preuves? Il en eut la tentation, peut-être pas bien forte, pas bien sincère, mais il l'eut. Qui sait si cela ne valait pas mieux? Cachoudas était toujours dans son fauteuil, et, toutes les heures, sa femme lui changeait son pansement humide. À midi, elle lui servit des œufs au lait, qu'il mangea lentement avec une petite cuillère, tenant l'assiette sur ses genoux. Une fois, en entendant la sonnerie du magasin, elle descendit discuter avec le client à qui elle dut expliquer que son mari était malade. Vers 2 heures, Monsieur l'abbé avait déjà décidé d'en profiter. Tout s'enchaînait. À cause de la bonne, il avait pensé au quartier des casernes, puis à Madame Binet, et il était retourné là-haut pour boire. Il avait très mal à la tête. L'aspirine n'y faisait rien. Il avait besoin d'autre chose. Il lutta jusque vers 4 heures, au moment d'allumer les lampes. Et alors, il endossa son pardessus, mit son chapeau. « J'ai une course à faire, Valentin. Si je ne rentre pas avant 6 heures, vous fermerez le magasin. » Il avait la main sur le bec de canne quand il fit demi-tour et se dirigea vers l'arrière-boutique. Sa main se glissa dans le creux de la tête de bois, s'immobilisa un instant. Effrayé, il résista, car il avait encore la force de résister. Il repartit sans rien emporter, et s'achemina vers la rue Gargoulot. Il s'y rendait de temps en temps, toujours vers cette heure-ci. Un peu avant la place d'Armes, à gauche, il y avait un hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui avait abrité des personnages illustres. Le grand portail était encore surmonté d'un écusson, flanqué de 2 bornes de pierre. Il y avait une cour pavée, avec des bâtiments de 3 côtés, et maintenant l'hôtel était divisé en plusieurs appartements. On voyait même des plaques de cuivre à l'entrée. Au premier, au fond, c'étaient les locaux d'un dentiste, que monsieur l'abbé avait connu à l'école. Ailleurs, une société vendait des frigidaires, et, en haut, l'archiviste départemental avait son appartement. L'aile gauche n'avait qu'un étage, et comportait 2 entrées. La seconde porte ouvrait directement sur un escalier qui conduisait au premier,
et c'est devant cette porte que le chapelier s'arrêta. Chaque fois qu'il était venu là, il avait ressenti la même petite angoisse, comme, jadis, quand il pénétrait dans le quartier des casernes. Pourtant, il n'était pas le seul à s'arrêter sur ce seuil. Les autres, y compris le docteur, n'éprouvaient aucune honte à en parler. Chantreau disait crûment, lorsqu'il arrivait en retard pour la partie, « Je suis allé baiser Berthe ». Julien Lambert ne disait rien, parce qu'il était protestant, et surtout parce qu'il avait très peur de sa femme. Mais il ne niait pas non plus, se cachait à peine. Combien était-il à fréquenter l'appartement douillet, tout tapissé de satin pâle, avec une profusion de tapis, de poufs, de bergères, de bibelots fragiles et gracieux. 7 ou 8. Mademoiselle Berthe n'était pas une fille publique. Pendant 2 ans, elle avait été entretenue par Rist, l'armateur, Rist l'aîné, car il y avait 4 ou 5 Rist qui formaient comme un clan dans la ville, des protestants aussi, qui possédaient une des plus grosses fortunes du pays. Rist l'aîné avait à cette époque-là 60 ans. Son fils et ses 2 filles étaient mariés. L'un des gendres dirigeait les bureaux de Paris. Toute la famille était dans l'affaire, et jamais on ne voyait un Rist au café, ni dans un casino de la côte. Peut-être, jusqu'à 60 ans, Rist l'aîné n'avait-il jamais connu d'autre femme que la sienne, qui était devenue tellement sèche qu'on entendait craquer ses jointures? C'était lui qui avait loué et meublé l'appartement de mademoiselle Berthe. Il s'était montré aussi discret que possible, et pourtant, pendant 2 ans, il avait été harcelé par toute la tribu, y compris par ses propres enfants et par ses gendres. On prétendait qu'il y avait eu des scènes épiques, qu'il était allé jusqu'à les supplier, à genoux, de lui laisser prendre en paix un peu de plaisir à la fin de ses jours. Le clan avait fini par gagner la partie. Un soir, devant tous les Ristes réunis, il avait fait le serment solennel de ne jamais remettre les pieds dans la maison de la rue Gargoulot et de ne pas revoir mademoiselle Berthe. Pas même pour lui annoncer la décision qui venait d'être prise. C'est un gendre qui s'en était chargé et qui avait âprement discuté la question d'argent. Depuis lors, une fois par mois, Rist l'aîné gagnait Paris par le train de nuit, et on prétendait qu'il avait la permission d'aller dans une maison de rendez-vous du quartier Notre-Dame de Lorette. Mademoiselle Berthe avait conservé ses allures paisibles, sa vie ouatée de femme entretenue, mais, comme personne en ville ne pouvait remplacer l'armateur, elle avait ouvert sa porte à quelques-uns soigneusement choisis. Monsieur l'abbé vit de la lumière à travers les fentes des persiennes et sut qu'elle était chez elle. Elle était presque toujours chez elle, mais il restait à faire l'épreuve du timbre électrique. Était-ce elle ou un de ses amants qui en avait eu l'idée? Toujours est-il qu'on avait muni ce timbre d'un interrupteur. Quand elle avait un visiteur, elle coupait le contact et personne n'insistait, car chacun savait ce que cela voulait dire. Monsieur l'abbé tendit le bras, pressa le bouton, et il n'y eut aucun son de l'autre côté de la porte. Quelqu'un était là, peut-être le docteur, et son humeur s'assombrit davantage. Il ne se sentait pas bien. Il avait besoin de quelque chose. Il ne savait pas au juste de quoi. Il avait cru le trouver ici, et il ne pouvait pas non plus errer dans le quartier, revenir sonner de temps en temps. Il n'avait pas emporté la corde de violoncelle. Cela ne signifiait pas nécessairement qu'il avait pris une décision. En fait, la corde de violoncelle n'était nécessaire que dehors, alors qu'il était obligé d'agir très vite, sans bruit, par surprise. Il ne s'en était pas servi pour Mathilde, qui était couchée. La vérité, c'est qu'en venant,
Il n'avait rien décidé du tout. Maintenant, il allait lentement le long des trottoirs, les épaules basses. Il ne voulait pas boire d'alcool devant ses amis, parce que cela ne faisait pas partie des traditions et qu'il continuait à être prudent. Tout au moins, pouvait-il entrer dans un autre café. Cela lui était déjà arrivé. Il y en avait plusieurs autour du marché couvert. Il passa devant les paniers des marchandes de poissons et reconnut l'une d'elles, qu'il avait désirée pendant au moins 2 ans, alors qu'il finissait son collège. Il ne lui avait jamais parlé. C'était, en ce temps-là, une gamine des rues au sein pointu. Plusieurs fois, il l'avait aperçue dans les coins sombres avec un homme. Ses camarades la connaissaient. Elle passait pour faire tout ce qu'on demandait, avec n'importe qui, non pas pour de l'argent, mais par goût. On lui avait donné un surnom qui spécifiait crûment un de ses talents. Il n'avait jamais osé, et maintenant, c'était une vieille femme assise sur un pliant, devant un étal de merlan. Elle savait qui il était, comme tout le monde en ville. Ce qu'elle ne pouvait pas deviner, c'est qu'elle avait tenu autant de place dans ses pensées, ni qu'à cause d'elle, il était allé si souvent chercher l'écœurement dans les maisons closes du côté des casernes. Il but 2 verres de cognac et le regard du garçon le gênait. Pourtant, le garçon ne devait penser à rien. Il s'était promis de ne pas retourner rue Gargoulot. Il savait que la place ne serait pas encore libre. Il entra pourtant dans la cour et pressa en vain le bouton électrique. Sa main, dans la poche de son pardessus, cherchait machinalement la corde de violoncelle qui n'y était pas. Le regard lourd, comme soupçonneux, il entra au café des Colonnes, et cela lui était désagréable de ne pas sentir le petit tailleur derrière lui. Il était si calme, si maître de ses nerfs les semaines précédentes. Certes, il était tenu de penser à tout, de calculer ses moindres faits et gestes, mais il avait confiance. Il allait de l'avant lentement, sûrement, sa liste dans la tête, comme un homme qui s'est imposé une tâche et que rien désormais ne peut influencer. Le docteur était ici. Ce n'était donc pas lui qui rendait visite à mademoiselle Berthe aujourd'hui, ni Julien Lambert, qui tripotait les cartes, tandis qu'avec Arnoux, ils attendaient patiemment un 4e. Pourquoi Chantreau sourcilla-t-il en regardant s'asseoir le chapelier? Parce qu'il n'était pas tout à fait à l'heure? La même chose, monsieur l'abbé? Questionnait Gabriel, qui avait, pour le petit groupe, des soins maternels. Tu joues? Il jouait. Il avait tout le temps de jouer. Il n'avait rien à faire avant 7 heures du soir. Désormais, il n'aurait plus rien à faire, et cela lui donnait une sensation de vide presque vertigineux. Il n'était même plus tenu de prendre des précautions. « Tu as l'air fatigué », remarquait Paul Chantreau en le regardant par-dessus ses cartes. « Je ne sais pas. » C'est curieux. Mes confrères prétendent que l'humidité est malsaine. Or, chaque année, je constate ici le même phénomène. Pendant les pluies, les gens tiennent bon. Puis, dès les premières gelées, on ne compte plus les grippes et les maux de gorge. J'en ai eu 11 ce matin. Passe. Passe. Pique. Passe. 2 carreaux. Monsieur l'abbé n'avait pas la grippe. Il en était maintenant sûr. Il n'en devenait pas moins hargneux. Il leur en voulait à tous, sans savoir au juste de quoi il leur en voulait. Comme il en voulait à Louise. Comme, depuis 1 heure, il en voulait à mademoiselle Berthe. Il n'avait pourtant pas la manie de la persécution. Il n'était pas fou. Le petit Jeantet n'était pas parvenu à l'impressionner avec ses raisonnements.
ni avec ses connaissances toutes fraîches en psychiatrie. Il n'était pas ici, Jeantet, ni son patron, Monsieur Caillé. Au fait, c'était peut-être Caillé, avec son gros ventre et tous ses poils, qui se trouvait dans le lit de mademoiselle Berthe. Il lui en voulut aussi. Et il en voulut au petit tailleur dont la chaise restait inoccupée. Ce fut Julien Lambert qui remarqua, un bon moment plus tard, en regardant l'horloge qui marquait 5h15, « Tiens, tu as perdu ton chien. » Le chapelier ne comprit pas tout de suite. Comme il avait horreur de ne pas comprendre, cela le rendit bourru. « Je n'ai jamais eu de chien, » grogna-t-il. Les autres, qui avaient deviné, éclatèrent de rire. « Cachoudas n'est pas sur sa chaise. D'habitude, il arrive sur tes talons. Je le soupçonne de régler sa montre sur la tienne, ou de t'attendre sur son seuil. » Julien Lambert avait-il une arrière-pensée en parlant ainsi? « Cachoudas est malade. »« Comment le sais-tu ?»« Je l'ai vu par la fenêtre. »« J'ai dit 3 trèfles !» s'impatienta Arnoux, qui n'aimait pas qu'on bavardât pendant la partie, car il faisait facilement des fautes. Paul a passé. André a dit un carreau. Léon a passé. J'ai dit 3 trèfles. À toi, Julien. C'était gluant. Monsieur l'abbé n'aurait pas pu expliquer pourquoi c'était gluant. Le temps était sec, les rues baignées de lune. Le café n'était pas encore envahi par la fumée de tabac. Oscar, le patron, planté derrière eux, n'avait pas encore son cheveu sur la langue. C'était gluant quand même, gluant comme un piège à corbeau. Il fallait qu'il se remette à penser droit, sans se laisser envahir par des sensations troubles. Cela lui faisait pourtant du bien de boire. Il avait déjà vidé son verre, qui lui durait d'habitude une demi-heure, et il avait fait signe à Gabriel de le remplir. « Comment va Mathilde ?» Il y avait invariablement quelqu'un pour lui poser la question. Quelle tête ferait-il s'il le répondait tranquillement? « Il y a 6 semaines qu'elle est morte. » C'était rarement Caillé qui s'informait de la sorte, car il avait été, avant le chapelier, fiancé à Mathilde. On ne savait pas au juste pourquoi les fiançailles avaient été rompues. Cela s'était passé discrètement, 1 an avant le mariage de monsieur l'abbé. Avaient-ils couché ensemble? C'était fort possible. En tout cas, monsieur l'abbé n'était pas le premier. Sa mère lui avait dit, cependant, une jeune fille d'une remarquable éducation. Elle avait, en effet, été élevée à l'Immaculée Conception. Son père était dans la douane, avec un grade assez élevé. Sa mère était morte. Je ne serai pas toujours là pour tenir la maison. Madame l'abbé était une petite personne effacée, qui faisait des kilomètres par jour, rien qu'à trottiner à travers les pièces. Quand elle passait près de quelqu'un, quand il y avait un client dans le magasin, quand elle faisait le moindre bruit, elle se hâtait de balbutier « Pardon !» Il ressemblait plutôt à sa mère qu'à son père, physiquement en tout cas. Or, son père était un homme calme, puissant, sûr de lui. « Tu sais bien, Léon, ce que le docteur a dit. » Qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Cela avait duré 10 ans. 10 années pendant lesquelles madame l'abbé mère n'en avait plus eu pour longtemps. Une brute de médecin avait eu le malheur de le lui déclarer, et elle en avait fait une sorte de chantage. « Pourquoi ne te maries-tu pas, comme tout le monde? À ton âge, ton père était marié. » En était-il si satisfait qu'elle le laissait supposer? En tout cas, il n'intervenait jamais dans ces sortes de discussions, devenues, à la fin, presque quotidiennes.
Il possédait une petite villa à Fouras, près de la Jetée, où monsieur l'abbé, le père, qui adorait la pêche, avait décidé de se retirer un jour. « C'est à cause de toi que nous n'allons pas y vivre dès maintenant. »« Vous avez tort, je m'en tirerai fort bien seul. » C'était vrai. Ses parents n'avaient qu'à lui laisser la bonne, qui était dans la maison depuis 20 ans. « Tu n'as jamais remarqué que la petite Courtois est amoureuse de toi ?» La petite Courtois, c'était Mathilde, dont le père fréquentait la maison. Elle était brune, comme Madame Binet. À cette époque-là, elle ne ressemblait pas à la veuve de Poitiers, sinon il s'en serait probablement aperçu. Cependant, elle avait les mêmes prunelles très sombres, très brillantes, qui se posaient avec insistance sur les gens et les choses, comme pour les dominer ou les assimiler. Pourquoi avait-il fini par dire oui? Peut-être parce que sa mère allait plus mal, qu'elle avait maintenant plusieurs crises par jour. Elle souffrait beaucoup, se ratatinait à vue d'œil. « Je partirais tellement plus tranquille si je te savais marié. » Il s'était fiancé, et sa mère était morte 3 semaines avant les noces. Il était trop tard. Son père n'avait qu'une hâte, se retirer dans sa maison de Fouras. Il avait déjà acheté un petit bateau, dont il se servait les dimanches d'été. « Pas d'atout ?» questionna son partenaire, alors qu'il venait de jouer un 6 de carreau. Il regarda son jeu, se troubla. « Pardon, j'en ai. »« À quoi pensais-tu ?»« À rien. » Chantreau l'observait de temps en temps à la dérobée d'un œil aigu, comme s'il était chargé d'établir son diagnostic. Malgré sa barbe en broussailles et ses airs pas soignés, c'était le plus intelligent de tous, et, même quand il avait bu, peut-être surtout quand il avait bu, sa pénétration était inquiétante. Le chapelier hésitait à commander un 3e picon. Il en avait besoin. Il vivait, devant ses amis, une aventure épouvantable. Il était là, bien calme en apparence, les cartes à la main, s'efforçait de suivre le jeu, parvenant à faire un minimum de fautes. Et soudain, quelque chose se déclenchait en lui. Ses doigts se mettaient à trembler. Sa vision se troublait. Il avait l'impression qu'il devenait mou, que ses nerfs le lâchaient, qu'il courait un grave danger à rester assis dans la chaleur du poêle, qu'il lui fallait à tout prix se lever, s'agiter, faire un geste précis. « Gabriel !»« Oui, monsieur l'abbé. » Pourquoi Chantreau le regardait-il? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de boire 3 picons? Est-ce qu'il avait l'air ivre? Peut-être n'y avait-il plus personne dans l'appartement de la rue Gargoulot. Cela lui rappelait un souvenir ignoble, quand il avait fait l'amour avec une femme, près des casernes, tout de suite après un soldat. Cela ne risquait pas d'arriver avec mademoiselle Berthe. De toutes celles qu'il connaissait, c'était probablement celle qui aurait fait la plus agréable épouse. Elle était douce, toujours souriante. Elle avait, d'instinct, le respect de l'homme, et pourtant elle les connaissait bien. C'était chez elle une sorte d'indulgence discrète. Son caractère était comme sa peau, comme les courbes de son corps, comme la consistance de sa chair, comme le cadre qu'elle s'était aménagé. Tout à l'heure, il se retrouverait en face de Louise dans la salle à manger pas assez éclairée, où la lumière électrique avait toujours été jaunâtre. Il lui faudrait résister, car cela le reprenait. Il avait envie d'en finir. C'était vague. Cela ne signifiait rien. La question était de savoir si, de boire, lui faisait du bien, ou si, au contraire, cela accroissait son vertige. Il aurait pu poser la question à Chantreau,
Il en avait presque envie. Qu'est-ce qui l'empêchait d'attendre que Paul s'en aille, ce qui ne le retarderait pas de beaucoup, de sortir avec, comme par hasard. Dis donc, Paul. Il avait le droit strict d'exiger le secret professionnel. C'était donc encore moins dangereux qu'avec Cachoudas. J'ai un conseil à te demander. Un soir, j'ai tué Mathilde. Calmement. Il faudrait surtout lui expliquer qu'il l'avait fait calmement, de sang-froid. Il venait justement d'acheter, à la salle des ventes, les volumes dépareillés des procès du XIXe siècle. Il avait commencé par celui de Madame Lafarge, dont il ne connaissait qu'assez vaguement l'histoire. Tous les quarts d'heure au moins, alors qu'il était assis devant le feu, il entendait une voix sèche, méchante, qui appelait « Léon !» Il était inutile de faire semblant de ne pas entendre. Le ton était sans réplique. Il y avait longtemps qu'elle avait adopté ce ton-là, bien avant sa maladie, presque aussitôt après leur mariage, à peu près vers le même temps qu'elle s'était mise à ressembler à Madame Binet. Car il avait découvert un jour cette ressemblance, qui ne l'avait jamais frappé auparavant. C'était la même voix, la même assurance. C'était surtout le même air de possession. Il avait à peine commencé un chapitre qu'elle prononçait, sans bouger, remuant à peine les lèvres, « Léon !» Il était obligé de se lever. Elle prenait son temps avant de dire ce qu'elle voulait. Tantôt un verre d'eau, tantôt de remonter ou de rabattre la couverture, ou de lui passer le vase de nuit, ou de lui donner une de ses pilules. Elle avait trop chaud ou trop froid, ou encore la lumière lui blessait les yeux. Tout cela était faux. Elle inventait à plaisir, passait son temps, dès l'instant où il se rasseyait, à inventer quelque chose de nouveau. Pendant qu'il lui obéissait, elle le suivait d'un regard dur, et elle ne disait jamais merci. Il y avait longtemps qu'elle se méfiait de lui, depuis la 4e ou la 5e année de sa maladie, et qu'elle prétendait qu'il projetait de l'empoisonner pour être libre. Ce n'était pas vrai non plus. Elle ne le pensait pas réellement. C'était encore une invention pour le tourmenter. « Tu as de nouveau mangé de l'oignon, exprès pour me rendre malade avec ton haleine. Ne t'impatiente pas, va, je n'en ai plus pour longtemps. » C'était rare qu'il parvint à lire 2 pages sans être interrompu. Il était forcé de recommencer 2 ou 3 fois le même passage, finissait par s'embrouiller dans les noms et dans les dates. « Léon !» Elle savait que ce livre-là le passionnait, et, depuis qu'il l'avait commencé, elle s'ingéniait à multiplier les prétextes. « Lis-moi un passage à voix haute. » Il avait horreur de ça. Surtout qu'elle lui demandait alors des explications sur les chapitres précédents. Ne comprenait rien, l'obligeait à retourner en arrière. « Léon !» Elle n'avait pas soif. Elle n'avait pas besoin de vase de nuit. Elle faisait semblant, une petite flamme perfide dans les prunelles. Il était à elle. Elle ne possédait plus que ça au monde. Mais elle le possédait bien, et elle avait besoin de s'en assurer sans cesse. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait ni nurse ni domestique dans sa chambre. La raison pour laquelle elle refusait de voir qui que ce fût. Elle le possédait mieux ainsi. Il n'avait aucune excuse pour aller respirer, fût-ce un moment, un autre air que le sien. « Léon !» En 15 ans, il n'avait pas lu un seul livre en paix, et c'était pourtant son dernier refuge. Il n'en était arrivé qu'à la moitié de l'histoire de Madame Lafarge, exactement au témoignage du pharmacien qui avait vendu le poison. « Léon !» Le récit était gris, sans un rayon de soleil.
Tout se passait entre les murs étouffants, et on n'imaginait pas un seul personnage, souriant une seule fois comme tout le monde. « Léon !» Alors, un soir, il s'était levé pour de bon, et avait refermé son livre. Avait-elle compris ce qu'il y avait de changé en lui? Avait-elle senti qu'il venait enfin de prendre une décision? « Tu vois, Paul, j'étais très calme, terriblement calme. Je savais depuis longtemps que ça devait arriver. » Comment le docteur aurait-il réagi? Le chapelier venait de réussir un petit chelem, machinalement, par la force de l'habitude. Chantreau le regardait à nouveau d'une façon insistante. Non, il ne comprendrait pas. C'était prendre une peine inutile. D'ailleurs, son cas n'avait rien à voir avec la médecine. Il n'était pas malade. Il n'était pas fou. Il n'avait aucune tare. « Gabriel !» Tant pis. Il pensait moins à Louise, qui lui rappelait un gros édredon de campagne. Il la voyait énorme, comme quand on a la fièvre, qu'on sent ses doigts, ses mains, tout son corps se gonfler, qu'on a l'impression de remplir la chambre. Il ricana, parce que le jeune Jeantet était à sa place. Il ne l'avait pas vu entrer. Il était là, en train de noircir gravement du papier sur la table de marbre. Il devait se prendre pour un personnage considérable.